comment tu recrées des marges de manœuvre. Voilà. Toute la réflexion, en fait, je pense, de ce secteur de l'hospitality, c'est comment tu recrées des marges de manœuvre. Et je pense que le RSE est une vraie opportunité. Vous le connaissez peut-être comme investisseur dans l'émission Qui veut être mon associé ou comme fondateur d'Easy Voyage et plus récemment à la tête de Fairmove. Mon invité du jour est un multi-entrepreneur dans le tourisme. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour. J'aimerais que tu dises multimillionnaire, tu vois, mais bon, pour l'instant, multi-entrepreneur, on verra comment ça se termine. Je vais la refaire. Multi-entrepreneur, multimillionnaire. Cher Jean-Pierre, je suis très content de t'avoir et merci de me recevoir dans tes bureaux. Normalement, on fait une présentation assez longue de l'invité. Toi, a priori, les gens te connaissent quand même beaucoup. En tout cas, ils te connaissent au moins pour la partie Qui veut être mon associé. J'entends le grand public. Les plus passionnés comme moi te connaissaient un peu de la partie avant Easy Voyage. Je veux bien que, avec un scope tourisme, hospitalité, tu me donnes en quelques flashs ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à là aujourd'hui? Écoute, donc mon parcours, il est avant tout un parcours, comme tu l'as rappelé, donc d'entrepreneur. Moi, j'aime à dire entrepreneur en série. Donc plutôt que serial entrepreneur, voilà, parce que en fait, entrepreneur successif, quoi. Donc j'ai fait pas mal de choses, mais beaucoup autour de la presse et des contenus. Ça, j'ai commencé donc par m'associer avec Robert Laffont, qui faisait le magazine Entreprendre. Puis j'ai lancé mon propre groupe de presse. Donc j'ai fait 2 ans avec Robert, et là j'ai gagné un peu d'argent et je me suis lancé tout seul. Et j'ai lancé un magazine de voyage. Donc pour répondre à ta question sur le prisme hospitality dans mon parcours, c'est que à 23 ans, j'ai lancé avec l'argent que j'avais déjà gagné donc précédemment, un magazine de voyage, Voyager Magazine, qui est monté à 120 000 exemplaires, 120 000 exemplaires, dont l'essentiel était en kiosque et par abonnement. Donc à l'époque, on avait un marché de l'abonnement qui était assez florissant en France. J'avais plus de 60 000 abonnés. Et ce magazine donc avait un concept très simple, c'était de dire aux gens donc où ils pouvaient aller et avec quels partenaires. Voilà. Quels étaient les marchands qui pouvaient donc leur apporter donc la formule la plus adaptée, la plus pertinente donc par rapport à leurs besoins. Et c'était très novateur. Donc parce que c'est là, je te parle de ça, donc on est en 90. Hein, c'était très novateur puisqu'à l'époque il y avait que les magazines d'évasion qui eux donc sublimaient un peu les destinations dans une logique de proche effectivement de l'onirisme. Et donc là, on retrouve des magazines comme Géo, qui était une force de frappe de l'époque. Hein, et moi, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied, je vais faire un magazine pratique où il y aura des prix, les bons plans, etc. Donc, j'étais un peu avant-gardiste par rapport au web. Hein. Ceci dit, donc, je n'avais pas vraiment inventé le concept, je l'avais un peu pompé donc sur des magazines que j'avais regardés en Espagne, en Italie, en Allemagne, donc qui étaient des marchés donc très structurés sur la presse de voyage. Et nous, en France, on était très en retard. Voilà. Et donc, à l'époque, il y avait 440 tour opérateurs. Donc, je me suis dit, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un gros marché d'annonceurs, parce que si mon canard cartonne pour dire aux gens où aller, bah, tous les gens qui vendent des voyages voudront être annonceurs chez moi. Et donc, il y a vraiment toujours cette idée de se dire comment, pour tout modèle économique, pour tout concept, quelle est la profondeur du modèle. Bon, et là, en l'occurrence, c'était assez conséquent, puisqu'après, il y avait aussi, évidemment, tous les offices de tourisme donc étrangers qui se battent pour faire venir des voyageurs français. Donc voilà, il y avait plein d'ingrédients et j'ai lancé ce magazine donc en 90, je l'ai revendu en 99, mais entre-temps, j'ai fait un groupe de presse autour de ce magazine avec un magazine complémentaire qui s'appelait Partir, qui lui donc était sur une seule destination et qui donnait toutes les clés pour bien vivre la destination en question. Donc j'en faisais 6 par an de Partir. Puis ensuite, j'ai lancé Cuisine du bout du monde en me disant finalement quand les gens reviennent de voyage, ils veulent quoi? Ils veulent prolonger le plaisir. Eh bien, il y avait la photo et puis la gastronomie. Donc, c'était un peu les moyens de prolonger. Donc, j'ai fait Cuisine du bout du monde. Et puis, qui a cartonné, qui était vraiment un magazine formidable, donc où à la fois je mettais en avant les traditions, les productions locales, donc et autant d'éléments qui après donc nourrissent les recettes. Et ensuite, j'avais les 50 meilleures recettes de la destination. Je faisais ça avec un grand chef à chaque fois. Donc là, j'ai commencé en fait à comprendre comment marchait
l'iconographie, la photo donc de gastronomie qui est une la photo culinaire qui est vraiment une discipline à part. J'ai créé une agence photo où je vendais mes photos de voyage, enfin mes productions voyage et mes productions cuisine. Puis je me suis intéressé à la presse cuisine pratique, donc j'ai fait Cuisiner Magazine. Donc là, Mmh. j'en vendais plus de 200 000 avec des hors-séries à 400 000. Puis j'ai inventé un concept cuisine de saison qui était vraiment de la haute couture, donc en matière de gastronomie. Donc c'était un magazine très haut de gamme avec plein d'astuces iconographiques qui étaient assez innovantes pour l'époque. Et puis après, j'ai fait un magazine sur la mer et un magazine sur le sport. Et donc j'ai eu un groupe de presse assez complet. Et à partir de 96, j'ai commencé à m'intéresser donc à Internet parce que mon agence photo commençait donc à diffuser des images via le web. Alors que Mmh. jusque-là, donc on envoyait par DHL donc des hectares. Et puis j'ai aussi donc commencé à expérimenter le web puisque on commençait donc à supprimer une étape dans la presse qui était la gravure, grâce effectivement donc au digital. Voilà. Et donc j'ai assez vite compris que ça allait changer beaucoup de choses, donc et que ça allait changer beaucoup de choses, notamment dans des secteurs où finalement il n'y avait pas besoin, où on ne pouvait pas toucher le produit. Voilà. Quand tu essayes une veste, bon bah le fait de l'essayer et d'aller en boutique, c'est un avantage. Tu peux l'acheter évidemment donc quand tu connais ta taille parfaitement donc sur internet, mais c'est vrai que le fait de l'essayer, de te voir avec, etc., c'est quand même un plus. Quand tu vas acheter du fromage, tu peux l'acheter sur internet, mais c'est quand même donc un plus de se déplacer. Quand tu veux acheter une voiture, tu veux faire un petit tour avec. Bon, Mmh. donc mais le voyage, quand tu te déplaces dans une agence de voyage, t'as pas d'échantillon comme pour les parfums, Bien sûr. t'as pas de capacité à goûter un petit bout de la Turquie donc avant de partir. C'est la Donc problématique du service vis-à-vis d'un produit notamment, voilà. c'est Et donc intangible. sauf que le service, c'est souvent compliqué de le rendre scalable. Mmh. Alors Oui. que là, en l'occurrence, le voyage, ça l'est complètement, tu vois? Mmh. Parce qu'à la fin, on te remet un voucher, voilà, et ce voucher, en fait, c'était très simple d'imaginer qu'on pourrait le faire par internet. Et donc, je me suis dit: «Ça va tout changer dans le voyage», voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc j'ai vendu mon groupe de presse et j'ai créé Easy Voyage, qui est devenu assez vite donc le premier acteur en Europe. Donc à la fois comparateur de prix, parce que je me suis dit: «Ce qui va changer, c'est que tout le monde va pouvoir voir les prix, il y aura accès aux prix», Ouais. voilà. Et ça va être une révolution, parce que jusqu'alors, tu avais de l'info dans des magazines qui disaient, la chambre d'hôtel, pour reprendre l'hospitality, est à 440, donc à telle et telle période. Et puis quand tu allais dans une agence de voyage pour réserver, et ben, tu avais une petite jeune fille qui tapait sur son clavier, qui se grattait un peu la tête et qui disait: «Écoutez, moi, je vois plutôt 650». Et voilà. Et donc, de toute façon, toi, tu avais aucune capacité donc à savoir quel était le juste prix. Et donc, tu finissais par prendre ce qu'on te donnait. Et là, je me suis dit: «Ça va tout changer. Les opérateurs vont pouvoir enfin donc mettre en avant leurs avantages, communiquer sur les produits, sur les bénéfices consommateurs autres que même le tarif». Bon, et donc j'ai créé un comparateur de prix avec des contenus en disant: bah, il y aura les deux. Il y aura la recherche du meilleur prix, mais aussi la recherche de la meilleure alchimie, du meilleur produit. Donc j'ai engagé des rédacteurs permanents et j'ai commencé à faire des fiches sur les hôtels de séjour en disant: bah, finalement, quand tu passes une semaine dans un hôtel, bah, la destination, c'est autant l'hôtel que le pays, voire même souvent c'est plus l'hôtel que le pays. Donc on a besoin d'infos pour pouvoir choisir et d'infos structurées, d'infos palpables. Et donc j'ai pas inventé TripAdvisor. Si j'avais été malin, j'aurais fait ça, parce que évidemment donc l'UGC donc a l'avantage donc de ne pas avoir de coûts, puisque c'est évidemment donc le lecteur qui crée, Et qui les écrit avis, les les commentaires. contenus. Donc mais je me suis dit, les avis seront nuls, ça va intéresser personne, et cetera. Donc ça a vraiment été une erreur de ma part, hein. Moi, je me suis dit: «Il faut des pros et des experts qui vont le faire». C'était une bonne idée, c'était très qualitatif, mais c'était assez onéreux. Voilà. C'est cher et c'est long à mettre en place puisque, tu as un nombre d'experts limité et qui ont un temps limité. Voilà. Alors par contre, on arrivait quand même à faire 4-5 hôtels par jour quand on en visite. Oui. Le marché français sur un marché un peu structuré, si on prend, je sais pas, l'île Maurice, il y a 50 hôtels qui font le marché. Donc j'envoie 2 personnes sur place, un photographe, donc un journaliste. En 10 jours, j'ai fait le tour un peu des hôtels. J'ai à peu près donc tous les éléments qu'il me faut. Ensuite, il faut à peu près donc
15 jours, 20 jours pour produire tous ces contenus Mmh. et les mettre en ligne. Bref, en un mois et demi, j'arrivais quand même à faire une destination et évidemment après, la remise à jour est beaucoup plus simple, hein, Bien sûr. une fois que tu as produit, la base de départ. Mais c'est vrai que c'était quand même onéreux et que c'était en plus, compliqué à maintenir puisqu'il faut être en permanence sur l'info et que l'interactivité, tu ne l'as pas forcément. Quand le gars, il avait 2 piscines et qu'il en ferme une, quand c'était une Bien piscine sûr, d'eau ouais. douce et qu'elle devient d'eau salée et cetera. Alors qu'évidemment, quand c'est les clients qui font les contenus, certes, c'est pas très développé, mais tu as l'essentiel de l'info rapidement. Donc évidemment, l'alchimie parfaite, c'est d'avoir les 2. Donc, c'est ce que j'ai commencé à développer. J'ai eu toute une communauté donc, d'ambassadeurs, on va dire, donc, d'Easy Voyage. J'ai développé le site donc, sur 5 pays. Espagne, donc en plus de la France, Espagne, Italie, Angleterre donc, et Allemagne. J'ai été leader européen donc, pendant quelques années. J'ai pesé jusqu'à plus de 10 des ventes de billets d'avion pour donner donc une métrique forte sur le marché français. Et puis, tout ça a duré 20 ans, avec, un très haut donc, qui est, 2013 et ensuite donc, de la décroissance parce que Google a commencé donc à mettre ses propres moteurs en avant, parce que Booking, qui était mon client, a commencé à en racheter 2-3 autres qui étaient aussi mes clients type, Agoda. Oui. Parce que ces gens-là ont aussi acheté des comparateurs de prix, parce que Expedia donc, a racheté Trivago, Booking donc a racheté Kayak, Audigeo s'est construit autour de 3 marques fortes, GoVoyage, Opodo, eDreams et a racheté un comparateur, Liligo. Et donc j'ai commencé à un moment donné à me sentir un peu isolé. Et je me suis donc rapproché du groupe Webedia, qui lui donc avait racheté déjà, Allociné, jeuxvideo.com et qui voulait, faire un groupe, entertainment, voilà, dans lequel le voyage avait sa place. Mmh. Et j'ai été la brique voyage à partir de 2015 du groupe donc, Webedia, et j'ai quitté le groupe en 2020. Voilà, D'accord. donc mars 2020, avec, Pile u au début du covid, tu as fêté ça? oui, alors là, c'était tu as raison de le souligner parce qu'en fait, je suis parti donc, évidemment à un bon moment. C'était la première fois de ma vie, en fait, où les planètes étaient assez alignées Oui. en termes de timing en ce qui me concerne, puisque quand j'ai fait mon magazine de voyage, donc, Voyager Magazine, je l'ai lancé, en mai, premier numéro. J'avais un numéro double juillet-août et le 2 août donc, de cette année 90 donc, Saddam Hussein est parti faire un peu de tourisme au Koweït et ça a été le début de la guerre du Golfe Mmh. et donc, il y avait plus un voyageur. Donc à partir de septembre, ça devenait compliqué. Et d'ailleurs, j'avais fait pour l'anecdote un numéro spécial donc, au mois de décembre, un numéro double décembre-janvier qui s'appelait «Sans destination, sans risque», tu vois? Donc, parce que c'était, l'époque, c'était le début vraiment où la géopolitique, influait sur, le formidable essor de démocratisation du voyage, qui était en route et qui commençait vraiment donc, à avoir un très fort développement. Et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté, quoi. Bon, bah Mmh. et donc, ça a été compliqué de faire un magazine de voyage Bien pour sûr, dire aux gens où aller quand plus personne ne voulait aller nulle part. c'est sûr. Voilà. Et puis quand j'ai lancé donc, Easy Voyage, j'ai eu le même problème puisque évidemment donc, je lance en 2000 et juin 2000, c'est la fin de la bulle internet et 2001, 11 septembre, plus de voyageurs. Donc Mmh. plus d'internet, plus de voyageurs et moi je faisais un site de voyage donc pour dire aux gens où aller, Comme pareil. quoi, Donc tout les 2 arrive. fois, ouais, les 2 fois, il a fallu quand même se battre. Il a fallu avoir beaucoup de détermination, de structure mentale pour résister donc à la pression négative qui nous entourait, hein. Tu sais, entrepreneur donc, c'est quand même compliqué de lutter contre le courant donc, ambiant, même si tu penses qu'à un moment donné, le courant va s'inverser et que tu seras porté Mmh. par la bonne vague. Il faut tenir donc et les 2 fois donc, j'ai tenu et donc en 2020 et ben, je me retrouve cette fois-là donc avec, un timing favorable puisque j'ai de l'argent, j'ai, du temps et j'ai de l'expertise et du réseau. Et donc ça, j'avais jamais eu tous ces éléments, en même temps. J'avais eu déjà Bien sûr, du temps, ouais. mais pas d'argent, C'est ce qui se passe j'avais dans une vie généralement. Tu as l'un voilà, ou l'autre et tu as rarement tout exactement, en tu as même temps. rarement tout qui s'aligne. Donc là, c'est l'argent, le réseau, l'expertise, tu Et oui, vois? Bon, et le temps. et le temps. Ça fait quand même 4 éléments très importants et donc je me suis dit: «Bon, bah,
Donc là, j'ai 55 ans, donc et je me dis: «Bon, de toute façon, je vais plutôt maintenant donc investir dans des startups et je vais, prendre mon temps, je vais mentorer, je vais aider et cetera, donc des entrepreneurs, jeunes, à qui je pourrais apporter donc du réseau, des conseils, donc de l'expertise, donc de l'argent, voilà et du temps parce que finalement, le temps et l'expertise, c'est un gain de temps, donc qui est à prendre en considération puisque finalement le business, je pense que le rapport au temps du business, c'est 2 choses. C'est un, le temps qu'on a devant soi et ça, c'est souvent les moyens qu'on a à disposition et 2, c'est le rythme qu'on met pour délivrer les choses et donc, Mmh. je me suis dit: «Je vais accompagner des gens et je vais les aider donc à réaliser et à se réaliser» et puis, assez vite, en fait, au bout de 15 jours, j'ai commencé à réfléchir donc d'abord de la thèse d'investissement donc que j'avais commencé à développer, c'est-à-dire prendre des parts dans des startups qui vont aider à la transition écologique. Donc j'avais fait, 2 choses, une boîte qui s'appelle, Carwatt et qui, Ouais. transformait des véhicules donc thermiques en véhicules électriques. Avant qu'on rentre trop dans le Ouais. détail, tu parles d'entreprise écologique, c'était un choix et moi j'aimerais comprendre pourquoi ce choix? Est-ce que c'était dans tes Mmh. valeurs? Est-ce qu'il y a eu une Mmh. compréhension un peu, toi qui vois le tourisme aussi sur Ouais. 20-30 ans, Bah, est-ce qu'il y a eu un changement de le fait vision? d'avoir en fait, c'est ma réflexion a été donc assez rapide. Elle a été, j'avais vécu donc la disruption digitale des années 2000. Donc ma réflexion, cherchait donc à essayer de comprendre, où se situait la nouvelle fracture, où se situait donc la nouvelle disruption, en matière de créativité, en matière d'apport à la société, en matière de besoins et de libération des usages et donc très vite, évidemment, tu arrives à l'idée que, bah, ce qui avait été vrai pour le digital, c'est plutôt les deep tech, tout ce qui se passait autour de la réinvention du monde qui allait être, les gagnants donc de cette nouvelle révolution, on va dire, industrielle et technologique et Mmh. donc naturellement, je me suis intéressé à des créneaux, sur lesquels, j'avais déjà un peu de réseau, je connaissais des gens, les choses se sont fait un peu naturellement. Moi, j'avais pas à l'époque une notoriété de dingue, donc j'avais pas un deal flow, comme on Oui. dit maintenant, donc des plus conséquents, quoi. J'avais pas beaucoup de dossiers qui me parvenaient comme ça, donc j'avais beaucoup de dossiers pendant très longtemps dans le tourisme, mais j'avais interdiction d'y aller puisque moi, je vendais donc le fait d'être au-dessus de la mêlée et je vendais du contact qualifié et donc on aurait mal imaginé que je sois jugé parti et que je Bien sois à la sûr. fois comparateur et en même temps que j'aille, je sois tour opérateur. Donc, ou que je sois, vendeur de billets d'avion. Même si après, comme je l'ai expliqué, Booking a racheté un comparateur, mais la réalité, c'est que, mon indépendance était quand même garante d'être un peu un tiers de confiance. Bon, donc, j'avais donc pas investi dans le tourisme et j'avais loupé des bons coups parce que, j'avais loupé par exemple donc, Blablacar. Donc, j'étais copain avec Mazella, donc avec Oui. Fred, à l'époque où il était encore sur covoiturage.fr où c'était hyper dur. J'aurais pu investir donc chez lui, je l'ai pas fait parce que mon pacte d'actionnaires mettait en avant le fait que je pouvais pas investir Bien dans le sûr. tourisme et Mmh. là, c'était transport tourisme. Bon, c'était la frontière et je voulais pas aller sur ce terrain-là. Donc j'ai commencé à investir donc à partir de, malgré tout 2016 dans des acteurs de tourisme parce qu'une fois que j'ai fait l'opération avec Webedia, j'étais libéré de cette clause et je devais juste avertir donc Webedia quand je faisais des opérations et donc j'ai fait 2-3 opérations dans le tourisme dont on pourra reparler, dont une très grosse donc qui s'appelle Orchestra et qui est l'acteur majeur aujourd'hui donc de gestion des flux entre les tour opérateurs et les distributeurs et qui maintenant, a aussi de la connectivité très forte avec les hôteliers. Il est à fond dans l'hospitality. Il a racheté, Travelgate par exemple, Mmh. l'espagnol donc qui est, très puissant donc dans la capacité à fédérer donc les bêtes banques et à les mettre à la disposition donc d'acteurs industriels donc qui voudraient faire, ou du pré-pack ou du package dynamique, ou de la vente donc d'hôtellerie, à la nuitée et donc Orchestra maintenant, c'est une entreprise qui, dépasse les 10 milliards de volume Ouais. donc de transactions, voilà et donc moi je suis actionnaire de cette, entreprise-là. J'étais actionnaire d'un groupe qui s'appelle NG Travel et qui a développé toute une partie donc d'hôtel club, Kappa Club donc qui est la grande réussite dans les clubs de ces dernières années et j'étais actionnaire d'un modèle assez génial
qu'Atlante, donc qui vend des croisières à la cabine en disant finalement les gens n'ont pas forcément les moyens de louer un bateau avec un skipper et une hôtesse, donc on va faire de l'hôtellerie flottante, Oui. puisqu'on parle d'hospitality, et on va mettre un skipper, une hôtesse, organiser donc toutes les étapes, et les clients pourront juste louer une cabine pour une semaine, et tout est prévu. On est dans une logique all inclusive, Oui. comme effectivement l'hôtellerie de séjour, mais avec un bateau qui se déplace et un catamaran qui est à la fois stable et écologique quand on navigue à la voile. Voilà, et sans avoir rien à penser, donc et en étant libéré complètement des contraintes, donc des contingences, donc d'organisation. Voilà. Et donc j'avais ça, et je me suis dit, je vais maintenant investir dans des boîtes qui vont aider à la transition écologique dans le tourisme. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est le secteur en a besoin, parce que je voyais bien que le secteur devait se réinventer, hein, et deux, c'est le sens de l'histoire. Toutes ces boîtes, effectivement, donc vont permettre des évolutions majeures Bien sûr. dans un monde qui doit se réinventer sur l'autel de 3-4 grandes considérations. La première, donc, c'est évidemment le réchauffement climatique, et donc l'impact CO2. Donc, comment on fait pour limiter l'impact CO2? La deuxième, donc, c'est la production d'énergie dans un monde, comme dirait notre ami Jean Covici, où on a un stock d'énergie donc défini. Comment on fait effectivement pour développer ce stock sans continuer donc à miser sur les énergies fossiles, en considérant que au mieux on aurait intérêt donc à ne pas les utiliser, au pire de toute façon elles ont une durée de vie qui est limitée. Donc comment on réinvente ce stock d'énergie, sachant que l'humanité donc on a toujours besoin de plus. Troisième considération, évidemment tout ce qui tourne autour de l'eau. Bon, puisqu'on sait que ce sera un des grands combats donc à venir. Tu veux dire l'eau potable, L'eau potable, bien et sûr, ouais. qu'il faut de l'énergie en plus pour transformer l'eau qu'on a en Alors, eau potable. bien sûr, donc si en tous les cas, donc on transforme l'eau de mer, donc il faudra effectivement donc de l'énergie. L'eau de pluie, donc ça fonctionne. Les nappes phréatiques, ça fonctionne. Sauf que on voit que beaucoup de destinations commencent donc à en manquer. On sait qu'on a près de 3 milliards de gens qui sont sous stress hydrique, donc Oui. dans le monde, et donc ça va être un des grands combats. Ensuite, on a le combat donc évidemment donc lié à l'alimentaire. On sait que globalement l'espèce humaine aujourd'hui, donc la biodiversité, donc les bioressources font que si tout le monde vivait comme les États-Unis, il ferait 5 planètes. Donc comment on fait? Comment on produit pour nourrir l'humanité? Déjà, là, il y a plein de sujets évidemment qui Ouais. autour de ces sujets-là. Et puis dernier sujet, mais on pourrait encore en énoncer d'autres, mais dernier sujet, évidemment, donc la gestion des déchets, la capacité donc à recycler, et la gestion donc du plastique, tout ce qui tourne autour effectivement donc des matériaux qu'on ne peut pas recycler, ou qu'on recycle mal, ou qu'on collecte mal. Voilà, donc comment tout ça va permettre de se réinventer? Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de Fairmove, puisque je me suis dit, mais finalement, le tourisme est au cœur de tous ces sujets. Le tourisme donc a besoin donc d'avancer sur tous ces sujets rapidement, et de faire en fait de ces sujets qu'on va qualifier donc de RSE, donc tous ces sujets RSE, d'en faire une vraie opportunité pour à la fois, encore une fois, réinventer ce modèle, mais aussi effectivement donc que peut-être remettre le produit au cœur du choix. En fait, notre industrie, et particulièrement l'hospitality, a pâti depuis 25 ans d'un marketing complètement bidon. C'est quoi ce marketing bidon de l'hospitality? C'est le yield management. C'est le yield management, donc comme seule manière de pouvoir effectivement donc assurer la promotion de son produit, donc ou de ses services. C'est-à-dire le fait de faire en sorte que quand la demande est faible, les prix baissent pour pouvoir être suffisamment attractifs pour faire venir des gens. Mais cette logique-là, comme c'est celle qui est appliquée par tout le monde, et que tu es dans un marché concurrentiel, et qu'on n'a pas su prendre la parole sur les produits, eh bien, quand le client tape dans Google hôtel pas cher, centre de Paris, et que c'est 70% des requêtes, alors gagne le combat Google, pique toute la marge Google. Et quand en plus, systématiquement, le premier en SIA, c'est Booking, eh bien, tu passes par les fourches codines de ces deux-là, et tu as déjà perdu l'essentiel de ta marge. Donc, tu es en slip parce que tu as mis à prix bas, et en plus, tu payes des gros coûts marketing. Donc, je me suis dit, est-ce que, pour revenir à notre discussion de départ, comment on fait pour que l'hôtel soit une vraie destination? Pour que le client choisisse ce produit-là et pas un autre? Et le RSE est au cœur de ces enjeux. Parce que quelqu'un qui taperait hôtel engagé, hôtel durable, hôtel responsable Paris,
c'est plus la même chose que hôtel pas cher, Bien donc sûr. Paris. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y a un hôtel totalement méconnu sur la carte de la notoriété, donc de l'hospitality parisienne, qui est le Solar Hotel. Oui. Ben, il est tout le temps plein. Essaye de réserver une chambre au Solar Hotel. On a un ami commun, donc qui maintenant travaille donc avec moi, puisqu'on l'a racheté, on en dira un mot tout à l'heure. Mmh. Stéphane de Wigo Greener. Ben, Stéphane, ça fait 3 ans qu'il essaie d'avoir une chambre et qu'il est toujours, c'est toujours plein, il n'y arrive pas. Et Hubert Vandeville, que j'ai racheté donc aussi de Betterfly Tourist, qui est mon associé, puisque il a conservé des parts dans Betterfly et il est aussi actionnaire donc Mmh. de Juste pour Fairmove. bien comprendre, alors Ouais. évidemment, c'est clair pour moi, mais quand tu dis tu as racheté, que tu as racheté avec Fairmove, l'entreprise donc Mais que ça va, tu as mais créée, attends, je t'avais juste là-dessus. comme ça tout le monde Bon, comprend les ouais, liens. mais tu vois, tu aurais dû me laisser terminer parce que comme ça, moi, j'aurais pu dire que voilà, Hubert, il va au Solar Hotel et il a beaucoup de mal à encore avoir une chambre. Et c'est, encore une fois, c'est tout le temps plein. Et c'est un service qui ne mise pas sur l'opulence, puisqu'on est plutôt dans la sobriété. Et Mmh. donc, il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits beaucoup plus sobres. Voilà. Donc là, ça veut dire que tu vas avoir des gains. Donc, en termes de run, en termes de coûts de structure, donc, et tu vas pouvoir effectivement donc, te débarrasser, pas forcément vendre plus cher, mais te débarrasser du poids marketing des acteurs intermédiaires qui ont pollué complètement cette industrie. Donc, à la fois, elles ont permis de faciliter pas mal de choses, mais en même temps, elles en ont piqué une marge très significative. Et donc, comment tu recrées des marges de manœuvre? Voilà. Toute la réflexion, en fait, je pense, de ce secteur de l'hospitality, c'est comment tu recrées des marges de manœuvre. Et je pense que le RSE est une vraie opportunité. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Absolument. Alors, il y a plein de choses et en effet, tu le disais, on va être, limité par le temps pour pas pouvoir creuser tout ça, mais pour bien comprendre, dans ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité. Alors déjà, tu nous as dépeint un panneau où je te rejoins sur la partie, évolution du tourisme et sur, enfin l'action notamment des outils et divers acteurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé d'agir à travers notamment la création de Fairmove? Parce que tu as parlé donc du rachat de Betterfly Tourisme et de Wigo Greener que tu as racheté avec Fairmove, qui est la dernière entreprise que tu as créée et je veux bien que tu nous présentes un peu ce qu'elle fait. Ouais. Donc, ta question était donc comment j'ai réfléchi, comment j'ai raisonné, comment je suis arrivé donc à ces considérations. Et donc j'ai continué à tirer cette ficelle de les acteurs auront besoin donc d'intégrer tous ces paramètres et d'en faire en fait une logique offensive plutôt que de subir. Et je me suis dit surtout comment on fait pour que les bons acteurs engagés aient des clients. Voilà. Donc Solar Hotel, ça marche très bien parce que c'est parisien, c'est bobo, c'est de la clientèle Bien sûr. effectivement qui maintenant connaît le produit, mais à l'île Maurice, au Sri Lanka, en Tunisie, au Maroc, comment on fait pour que ceux qui agissent bien, ceux qui agissent mieux, ceux qui ont moins d'impact, ceux qui payent mieux les gens, parce que globalement notre mission dans le tourisme, c'est à la fois donc d'avoir une vision écologique, un prisme écologique en baissant les impacts écologiques, Mmh. voilà. Et notamment l'impact CO2, mais aussi tout ce qu'on a évoqué donc sur les nappes phréatiques ou le plastique. Et puis de l'autre côté, c'est de monter l'impact social, c'est de faire en sorte que à destination, le tourisme soit une bénédiction parce que c'est une débouchée pour plein de gens qui peuvent rentrer dans le jeu. Mais c'est une débouchée s'ils sont correctement payés, s'ils ont des formations qualifiantes, tu vois. Donc, s'ils sont accompagnés, s'il y a une part d'intéressement, Bien si on sûr. prend en considération donc la réalité globale de l'écosystème, alors effectivement, le tourisme peut être un vrai levier de réinvention à destination. Et du reste, assez vite, je me suis dit, mais finalement, dans un monde où 3,5 milliards de gens vivent avec moins de 3 dollars par jour, où on a une vraie fracture de l'emploi et de l'accès à l'emploi selon les pays et donc de réalité économique personnelle où tout un pan de l'humanité n'a de cesse que de vouloir venir dans des pays développés, alors même qu'ils y sont très mal accueillis, mais parce que le peu qu'ils pourront y glaner sera toujours mieux donc que ce qu'ils n'ont pas chez eux et que l'argent qu'ils vont glaner, ils vont pouvoir l'envoyer au pays pour faire vivre
plein de gens. Ça, on pourrait dire, mais c'est une vision un peu rétrograde du monde, mon cher Nadir. Mais malheureusement, non. Aujourd'hui, donc, un tiers de l'économie sénégalaise, c'est Western Union. Donc, c'est les gens qui sont à Paris, font du Uber Eats et envoient trois quarts du peu qu'ils gagnent, c'est-à-dire en général entre 700 et 1000 euros par mois. Ils en envoient trois quarts au pays. Et c'est un tiers de l'économie donc sénégalaise. Et on va retrouver ces chiffres dans bon nombre, effectivement, donc, de pays. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ces gens qui sont ultra courageux, qui sont ambitieux, qui certains ont fait des études, chaque année, donc, tu as 30 000 étudiants qui sortent des facs de Dakar. En fait, en face, il n'y a quasiment pas d'emploi. Bon, et ben ces gens-là, qualifiés, ambitieux, désireux de passer à l'acte, mais développons sur place donc des business. Alors, quel business on peut développer? L'agriculture, c'est moins 40% d'emplois dans le monde sur les 30 dernières années. Le manufacturier, chaque année, c'est 5% d'emplois en moins. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc la machine, donc outil, remplace l'homme progressivement partout, et de l'autre, les Chinois, l'Asie a récupéré une grosse partie donc du business. Donc, en Afrique, on a un vrai problème de savoir comment on va pouvoir redonner, donc recréer, redonner de l'espoir et recréer une dynamique par l'emploi. Et je pense qu'une des solutions, la grande solution, c'est le tourisme. Mais un tourisme réinventé, un tourisme de redistribution, pas un tourisme de prédation. Quand on vend des semaines en Tunisie à 300 euros, alors on exploite la misère du monde. Bien On sûr. ne peut pas dire qu'on est généreux et que voilà. Quand par contre on vend au bon prix, qu'on paye correctement les gens, eh bien on fait un tourisme d'immersion où le touriste lui-même, il trouve son compte puisque il va avoir des gens épanouis qui vont le servir, avec qui il va pouvoir discuter, avec qui il va pouvoir partager. On va pouvoir donc vraiment donc développer des concepts donc de, de partage à destination et avoir un tourisme qui soit plus solidaire et éthique. Eh bien, c'est autour de ces considérations que j'ai commencé effectivement donc à réfléchir et je me suis dit, mais moi, je suis pas un sociologue, le fait d'analyser les choses n'est pas suffisant, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, ça passe à l'acte. Et donc, j'ai créé Fairmove, qui est la vitrine de ceux qui agissent bien pour faire en sorte que ceux-là aient des clients, que ceux-là puissent vendre au bon prix et que ce soit pas juste celui qui baisse son prix qui, à chaque fois, gagne le combat. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde marketing donc de l'hospitality où non seulement donc on passe notre temps à baisser les prix et à mettre des prix en avant, et ben c'est pire que tout, c'est même plus des prix, c'est des réductions, c'est des pourcentages de réduction, moins 50%, moins 60%, moins 70%. Eh bien moi je veux, je souhaite, j'appelle donc et j'investis dans cette logique au fait de passer du prix au sens pour encore une fois donc redonner donc une direction qui soit beaucoup plus brillante à notre secteur donc et à nos métiers, tout en ayant en tête évidemment la capacité donc à gérer des rendements. Et donc quand j'ai commencé à réfléchir, eh bien je suis arrivé à la conclusion que j'allais faire des fiches. Et avec 140 critères, j'ai pris tous les grands labels, j'ai défini 140 critères dans 3 catégories. Éthique, on a beaucoup parlé, donc écologie et immersion. Immersion, c'est comment l'hôtelier se comporte dans l'écosystème donc à destination, comment il va impacter donc les producteurs locaux en remettant tout simplement donc des produits locaux sur les buffets donc de l'hôtel. Ça paraît tout bête, mais 70% donc des produits dans les hôtels internationaux étaient des produits d'importation. Alors qu'à côté, il y a l'agriculteur qui a 4 hectares et qui n'arrive pas donc à nourrir sa famille. Donc moi, le premier truc que je fais, c'est que la première acte, je redonne des moyens à ces gens-là pour produire donc des produits locaux. Je bannis de mes buffets tous les produits d'importation qui ne sont point nécessaires. Le jus d'orange dans les pays où il n'y a pas d'orange, c'est totalement stupide. Donc, alors qu'à côté, tu as de la papaye, tu as de la goyave, tu as des fruits de la passion, tu as des pêches, tu as des pommes, tu as tout ce que tu veux. Mais toi, aujourd'hui, donc avec Fairmove, ce que tu fournis, c'est la plateforme. Tu peux pas obliger les hôteliers à faire. En fait, tu leur fais signer une charte. Comment est-ce que ça fonctionne? Non, moi je détecte ceux qui agissent bien, je fais des fiches sur leur hôtel, donc à partir donc des labels qu'ils peuvent avoir, donc et des critères qu'ils peuvent qui vont remplir. Donc j'interagis donc avec eux et après je fais des fiches et je note et je dis bah voilà, cet hôtel sur le plan de l'éthique, il est très engagé parce que il paye 20% de plus donc les salariés, parce qu'il a plus de monde donc par ratio chambre personnelle, parce qu'il a des formations qualifiantes, parce qu'il accompagne ses salariés.
Et ça, le visiteur qui va sur Fairmove, il peut voir toutes Ah ces oui, tu as informations? tout le détail. Ouais. Tu as tout le détail et tu as toutes les notes. Donc, tu as à la fois les critères classiques, c'est-à-dire gastronomie, situation de l'hôtel, confort du produit, activité Mmh. qu'on peut y faire. Et puis, tu as ces 3 grands critères qui sont très détaillés, avec même des bullet points où on reprend point par point donc, Oui. les engagements de l'hôtel. Et donc, voilà, on flèche les bonnes pratiques. Alors le cerveau humain, tu sais, aime bien étiqueter, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui Fairmove, tu considères que c'est un OTA, c'est une agence de voyage en ligne? Agence de voyage en ligne, ouais, ouais, c'est une Parce agence que de voyage en finalement ligne. tu proposes, C'est pas un OTA parce qu'on c'est plutôt une agence de voyage en ligne parce qu'on accompagne le client et qu'on n'a pas que on n'a pas que de la nuitée hôtelière évidemment. Donc on vend donc le package avec le transport oui, et puis on vend également donc du circuit de découverte sur les destinations, hein, ouais. dont certains circuits d'ailleurs sont faits par nous. Donc puisque aujourd'hui on est le numéro 1 par exemple sur le tourisme éthique, sur les circuits éthiques et solidaires avec une marque donc qu'on a racheté qui s'appelle Double Sens. Et Mmh. alors là on est vraiment en immersion parce que on a un peu d'hospitality et au milieu, on dort chez l'habitant, on déjeune chez l'habitant, on a pas mal d'activités avec les communautés et d'interactions avec les communautés. Alors on n'est pas une ONG, hein, on va pas creuser des puits donc mais c'est du voyage, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir responsable. Tu peux nous donner quelques chiffres de hôtels, partenaires, hébergeurs ou autres Ouais. acteurs que tu as, Aujourd'hui, sur chez Fairmove, on a à peu près donc 5000 hôteliers donc oui, présents, qui sont les hôtels que nous, on a sélectionnés. Alors, partout dans le monde? partout dans le monde. Alors certains viennent à nous, hein, d'autres, c'est nous qui les avons, détectés. Enfin, la plupart, c'est nous qui les avons détectés, donc en tous les cas, donc en amont. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la marque commence à être un peu connue, donc on a pas mal d'entrants, ce qui Mmh. n'était pas le cas donc précédemment, hein, évidemment. Donc 5000 hôtels. Dans 5000 hôtels, donc on a toute une partie France, avec notamment donc tout ce qui est hébergement un peu insolite, donc les cabanes dans les arbres, les roulottes, etc. Donc on a pas mal effectivement de choses comme ça. Et puis on a beaucoup donc d'hôtels de séjour donc à l'étranger, et hôtels de séjour sur lesquels on met encore en avant, on met en avant donc tous leurs engagements et toute la qualité donc des engagements en question. Donc voilà, 5000 sur 650 000, 700 000 vendus par Booking. Voilà, donc ça donne à peu près le ratio. Mmh. Et tu veux, donc, voilà, on est sur un ratio à moins de 1%. Ouais. Donc, tu vois, des hôtels vendus sur le web. Parce que, alors après, on les gradue, parce que c'est pas tous les de chez nous, hein, ils sont pas tous, tu vois, la faiblesse, je pense, d'un label comme Cléverte, c'est que où on est Cléverte, on n'est pas Cléverte. Moi, je Mmh. pense qu'il faut une graduation, des étoiles, une note, parce que tu peux avoir d'excellents Clévertes Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. et des Clévertes moins bons. Et donc, le gars qui est très très bon, il se dit, mais attends, mais lui, finalement, Oui. il dit comme moi, alors qu'en fait, il fait pas la moitié de ce que je fais. Voilà. Et donc, c'est toujours frustrant pour les bons. Et quand un modèle est frustrant pour les bons, eh bien, il a tendance à niveler vers le bas. Oui. Donc, nous, on note, et donc, tu as les hôtels qui ont 9,5 en écologie. Je crois que c'est la note la meilleure qu'on puisse avoir, puisque bon, 10 sur 10, on note sur 10. Hein, donc, Toi, tu es un label à proprement parler avec non, Fairmove? alors je le suis un peu. Donc, du coup, cette idée de label, j'ai été approché par les hôteliers qui m'ont dit: «Mais monsieur Nadir, plutôt que de mettre en avant ceux qui agissent bien, aidez-nous à agir mieux. Hein, aidez-nous, à mettre en place une vraie stratégie RSE». Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et c'est là que j'ai découvert Betterfly Tourisme à Nantes, Hubert Vandeville. Et je me suis dit: «Mais finalement, Hubert, il serait parfait pour nous rejoindre et qu'on développe ensemble cette activité». Donc, on va pouvoir Mmh. booster la sienne et développer donc la nôtre en termes d'accompagnement. Et surtout, avec Oui. l'idée de développer une plateforme et un outil SaaS qui rendent scalable le modèle. Mmh. C'est-à-dire que l'hôtelier puisse rentrer ses données donc et on lui sort son bilan complet. Et donc le claim, donc la promesse de Betterfly Tourisme, c'est 2 €, donc de gagner 2 € donc par nuitée, donc en termes de coût de fonctionnement, et de faire économiser 2 kilos de CO2 Grâce à des à la actions planète, RSE. grâce à un bilan qu'on lui fait donc complet. Mmh. Et derrière, des actions qui doivent être en œuvre évidemment pour limiter l'eau, pour limiter les Ouais. énergies, pour limiter les gobelets, pour limiter le plastique, et cetera, et cetera. Mmh. Pour revenir à la partie pure Fairmove, donc on a parlé du nombre d'hôtels, vous êtes combien d'employés pour faire fonctionner ça? Il y a une équipe donc d'une dizaine de personnes sur Fairmove. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes sur Double Sens. Mmh. Donc cette partie agence de voyage, donc c'est 25 personnes.
OK, oui, ça commence à faire, pas mal avec une perspective de développement dans Ah bah, cette, très forte parce que direction. c'était, double sens, donc ça faisait 2,5 millions de chiffre d'affaires Mmh. donc en 2022. Donc nous, on l'a racheté en septembre 2023. Donc pardon, il faisait 2,5 millions en 2023. Donc on l'a racheté en septembre 23. Cette année, en 2024, on va faire 3,5 millions. Donc on a une progression donc significative, hein, de plus de 30 donc du chiffre d'affaires, ou de et l'année prochaine, donc on vise en 2025 donc de faire entre 7 et 8 millions d'euros. Voilà, donc on va là pour le coup, on va Ouais. doubler le chiffre d'affaires donc l'année prochaine et donc on l'aura multiplié par 3 donc en 2 ans. Voilà. Donc là, grosse ambition de croissance. Ouais. Pourquoi? À la fois parce que pour faire un tour opérateur qui fonctionne bien, il faut le positionner à 7-8 millions d'euros. Je veux dire, en dessous, c'est compliqué. Bon, voilà, de pouvoir investir sur tous les éléments qui constituent donc une belle boîte. Et puis, de l'autre côté, donc notre promesse, donc, c'est d'avoir un impact social important à destination. Et donc, plus on aura de voyageurs, plus l'impact sera bon. Donc, Mmh. tu vois, si tu as un impact très important, mais sur un nombre très faible d'individus, bon, c'est pas la même chose que Bien d'avoir sûr. il voulait avoir un impact un petit peu moins fort le cas échéant, mais sur beaucoup de monde. Et donc, nous, on essaie d'avoir un impact maximum sur un tas de gens. Voilà. Et donc, on essaye d'évangéliser les consciences autour de ces concepts donc de voyage donc en immersion, qui sont des voyages aussi sur lesquels on conseille de rester plus longtemps, donc d'avoir un investissement à destination qui soit plus long, donc d'amortir son bilan carbone de manière plus forte. Ouais. Et puis sur le bilan carbone, donc on met en avant des compagnies aériennes qui ont les avions de dernière génération, qui pratiquent l'écopilotage. Ça, c'est intégré dans ton calcul Fairmove, c'est-à-dire quand je réserve un voyage, je vois le calcul carbone de chaque partie, je peux sélectionner Ouais, alors l'agence, c'est pas voilà. aussi bien fait que ça, D'accord. malheureusement pour l'instant. Donc, en tous les cas, donc, oui, on met en avant donc, le bilan carbone et on propose même effectivement donc, de l'absorber et sur les hôteliers, on calcule pas le bilan carbone de l'hôtel, mais on donne des indicateurs par destination qui après peuvent varier selon la qualité évidemment la qualité d'engagement de l'hôtel. Mmh. Grosso modo, donc, en France, on sait que c'est 10 kilogrammes de CO2 donc, en moyenne pour une nuitée hôtelière. Bon, bah, tu as des pays où, tu as des hôtels, à Dubaï qui peuvent monter à 250 kilos. Oui. Donc, tu vois, donc on est dans ces Puis considérations-là. sachant que les hôteliers aujourd'hui, enfin la plupart ne le calculent pas, c'est difficile pour toi de leur donner une Oui, estimation de alors quelque moi, chose je qu'ils peux le ont pas faire, fait. en tous les cas, donc je le fais par destination et par aussi niveau Oui. d'engagement, mais je pourrais aller de plus en plus loin puisque, avec Betterfly, maintenant, on a près de 1000 hôtels donc, qui sont clients et qu'on suit, hein. Donc je peux donner des exemples donc, d'acteurs comme Oco, comme Eclos, comme, Maisons du Monde, Mmh. voilà. Et donc, on a plus de 1000 hôtels, donc on travaille beaucoup pour, des groupes financiers, donc type, enfin des acteurs donc investisseurs dans l'hospitality donc de renom type Extendam par exemple qui est le plus important donc sur le marché français. Mmh. Et donc on fait tous les hôtels qui sortent chaque année donc d'Extendam, donc on en est à peu près à 150 sur les 380 qu'ils peuvent avoir. On est en train de mettre en place la brique CSRD donc qui va permettre à partir de nos bilans aussi de nourrir une partie des questionnaires puisqu'on va récupérer plein d'infos mécaniquement. On va pouvoir donc à partir d'un questionnaire donc en produire plusieurs puisque certains sont astreints donc à en avoir plusieurs. Voilà, on a sur Betterfly donc un vrai développement intéressant. Et dans ce développement, on nous sollicite de plus en plus pour faire la même chose sur la restauration. Bon. Et donc, on a un logiciel Edgar qui permet donc d'intervenir sur le gaspillage alimentaire. On a un gros client qui est Disney, donc Euro Disney. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on aille plus loin et qu'on puisse aussi mesurer donc l'impact carbone donc des repas. Et donc, on a repris une société qui s'appelle FIG, donc, Mmh. donc Food Index, donc for Good, qui a été créé donc par deux ingénieurs donc très connus sur ce marché-là et avec qui donc on a un vrai développement Mmh. donc en l'occurrence Eva et Héloïse. Donc on a
on a beaucoup de clients qui veulent qu'on fasse effectivement donc à la fois la partie hébergement et aussi donc la partie restauration. Donc en effet, ça va beaucoup plus loin que la simple agence en ligne dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc vraiment on a 2 parties. On a la partie client B2C Oui. et on a une partie B2B comme tu l'as compris. Est-ce que ça, c'est amené à être renommé sous une seule et même entité pour une question de clarté? Ah bah, Pur dis donc, marketing? tu es très bon, je vais te prendre comme conseiller parce que, oui évidemment donc l'idée c'est de dire bon il y a un groupe Fairmove qui est une plateforme de solutions donc à la fois B2B et B2C. D'un côté donc on va renommer la partie donc que je viens d'évoquer donc d'audit et d'accompagnement des Mmh. professionnels donc autour d'une marque qui va être Fairmove Solutions. Voilà. On a également tout un pan d'activités qui concerne donc l'accompagnement en formation, parce qu'une fois que l'hôtelier a mis en place une stratégie RSE, il veut engager davantage ses équipes pour les fidéliser, pour les animer, et puis il veut aussi donc en faire un levier marketing puissant. Donc tout ça passe par de la formation des équipes, et donc aujourd'hui on fait 500 000 € hein, de formation, donc mais un peu plus, même presque 600 000 En chiffre d'affaires, tu dis? en chiffre d'affaires. Mmh. Donc ouais, c'est pour situer un peu Bien le sûr, oui, poids. ça permet de Voilà, comprendre. donc et donc ça, on va l'appeler Fairmove Academy, donc cette partie-là. Du reste, on a racheté aussi la société Wigo Greener, qui elle-même était assez investie sur cette partie donc formation, notamment sur le e-learning. Nous, on était plutôt sur des masterclass donc en présentiel ou à distance. Et donc, on rajoute maintenant cette partie e-learning avec l'équipe de Wigo Greener, donc Stéphane et Marie-Pierre, donc qui sont deux entrepreneurs donc formidables qui nous ont rejoints. Que je connais de Bordeaux, donc parce que Et qui effectivement donc d'où le sont lien. basés à Bordeaux. Donc je vois qu'il y a toute une dynamique bordelaise dans le domaine de l'hospitality. Et puis on aura donc Fairmove Travel qui Mmh. sera la partie donc agence de voyage. D'accord, ouais, très clair. Dernière question pure, rémunération de Fairmove, comment vous gagnez de l'argent sur la partie voyage? On est agence de voyage, donc on a une commission. Commission. Voilà, donc nous on achète en prix net et on revend et on prend une commission donc au passage. Variable? Heu, oui, une commission qui est entre 12 et 16 selon les acteurs. Mais au-delà de ça, on a aussi maintenant une partie production, donc Fairmove Production, Mmh. où on produit donc des circuits, et ces circuits, que ce soit pour Double Sens ou pour Fairmove, donc Fairmove, c'est des circuits en écologe, donc découvrir des destinations dans des écologes donc engagés, qui ont des productions locales, qui te font vivre des expériences qui sont assez différenciantes, et donc cette partie offre en fait produite par nous, on la met à disposition maintenant de distributeurs, donc Mmh. de grands distributeurs, et donc on est référencé chez Leclerc Voyage, chez Carrefour Voyage, chez Salin Voyage, Oui. chez Océdive, qui sont un réseau d'indépendants, et dans le groupe Pio, donc les agences prêtes à partir. Donc voilà, donc on a un début de réalité, donc de distribution dans le monde des agences de voyage. Et donc la marque Fairmove rayonne vraiment sur tous les aspects. Dernier aspect où elle rayonne, c'est qu'on a labellisé 3 clubs de vacances avec un opérateur de club qui s'appelle Top of Travel, qui est connu pour avoir à peu près 80 clubs de vacances avec des départs donc de province qui font une partie de son succès. Mmh. Et donc, on a labellisé 3 produits à l'intérieur de sa gamme, qui sont donc des Top of Travel en immersion by Fairmove. Et donc, on travaille sur l'inclusion, comment on anime effectivement ces clubs, comment on réinvente le modèle du club de vacances autour de tous ces grands concepts qu'on a évoqués depuis le début. Voilà. Et donc, Fairmove est vraiment présent sur tous les éléments, sur toutes les strates de la chaîne de valeur, in Mmh. fine. Ouais, beaucoup plus clair maintenant. Je comprenais Fairmove dans Surface, ça permet d'approfondir. Merci pour tous ces éclaircissements. Je te propose un petit jeu, Mmh. que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu partages un mot-clé de ton choix qui, s'il est utilisé par nos auditeurs, que chez moi j'appelle des insiders, leur permet de bénéficier, d'un bénéfice de ton choix. Et ce mot-clé, ils le mettront ou sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube. Bah, moi, je pense que le mot-clé, effectivement, le plus important et qui revient donc dans tout ce que j'ai expliqué, donc c'est immersion. Je pense qu'en fait, Immersion. l'immersion, d'abord, c'est un très joli mot. Donc, ensuite, ça regroupe plein de dimensions. Quand on est en immersion, on fait attention parce qu'on est conscient de ce qu'il y a autour de soi. Quand on est en immersion, on partage avec localement. Immersion, ça résonne aussi donc comme étant une expérience
plus authentique, tu vois. Donc, et puis l'immersion, ça rend intelligent parce que quand on voit vivre des gens avec des cultures différentes, Mmh. on en revient souvent transformé. Donc, à la fois dans le regard qu'on a sur d'autres cultures, mais aussi dans les pratiques, tu vois. C'est-à-dire qu'un hôtel très engagé sur le plan écologique, qui trie les déchets, qui fait du compost, qui est à zéro plastique, qui met 80% de produits locaux et de saison, etc. Quand tu reviens de là, tu as envie de prolonger l'expérience. Et donc, je pense que l'une des vertus du tourisme, c'est que en voyage, jeu est un autre, et jeu est capable de se comporter différemment et a parfois, voire souvent envie de prolonger les expériences vécues. Tu vois, donc on est capable d'accepter des choses en voyage qu'on aurait du mal à accepter dans son quotidien. Par exemple, limiter sa consommation d'eau, peut-être se laver à l'eau froide plutôt que à l'eau chaude. Tu as les hôtels clubs qui consomment 500 litres par guest, donc et par nuit, d'autres qui en sont à 150. Et en France, un groupe comme Eclos, alors on n'est pas dans l'hôtellerie de Mmh. loisirs, mais et maintenant donc est arrivé à 80 litres par client et par nuit. Et donc voilà, tout ça, toutes c'est de la sobriété, mais c'est plutôt de la rationalité. C'est-à-dire que on n'arrête pas, mais on continue différemment et avec une conscience de ce qui se passe autour de nous. Donc, une immersion responsable et joyeuse, c'est un peu ce que j'appelle de mes voeux. Et tous les gens qui veulent venir vers nous avec ce mot-clé, eh bien, on peut leur faire une réduction. Donc, d'une part, donc, sur le prix. Donc, on peut imaginer une réduction de 5%. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des marges relativement faibles, donc 5%, c'est Mmh. beaucoup. Tu Et veux puis, dire là pour le voyageur final ou pour l'hôtelier? bah, pour celui qui veut. Là, en l'occurrence, c'était plutôt pour le voyageur Pour le final. Donc, voyageur final dans ta voilà, pensée, pour ouais. tous ceux qui veulent effectivement donc vivre l'expérience Très bien. Fairmove et découvrir effectivement donc les produits. Alors maintenant, si c'est des hôteliers donc qui veulent venir à nous, là, on peut aussi leur faire, on peut leur faire en tous les cas, on peut déjà donc traiter commercialement Mmh. donc le sujet et interagir avec eux Oui. et effectivement leur faire une remise donc sur la base donc d'une relation nouvelle qui se construit avec toi. Ils mettent le mot, immersion et je vous mets en relation ou alors si jamais ils vous contactent directement, bien préciser qu'ils viennent d'Hospitality Exactement. Insider, ça permettra de suivre. On arrive à la fin de ce podcast à quelques questions, signature. On va essayer de les faire assez courtes pour rester dans ton temps qui, je sais, est précieux. La première, c'est un voyage dans le temps justement. Si tu pouvais revenir à un moment de ta carrière ou de ta vie, à quel moment est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu changerais? Donc je reviens pour changer quelque chose, pas Absolument. pour vivre un moment de plénitude. Tu Bon, reviens pour changer quelque chose. bah, moi, je pense qu'effectivement donc si je devais, réinventer ma vie, je changerais beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui serait idiot de pas le faire puisque je sais d'avance ce qui va se passer ensuite. Donc du coup, je peux évidemment donc modifier beaucoup de choses. Je pense que j'ai loupé un tournant important donc sur le digital parce que j'ai attaqué en 2000 et j'étais assez précurseur. Mmh. Mais déjà en 96, j'avais eu pas mal d'opportunités, notamment un gros fonds d'investissement, qui voulait développer avec moi pas mal de choses sur le sujet. À l'époque, j'étais pas en situation donc j'avais pas vraiment tout compris et donc voilà, j'ai pas mis l'énergie qui convenait pour faire en sorte que cet accord puisse se faire et puisse produire, beaucoup de choses. Et donc si je devais revenir en arrière, je gérerais cette situation différemment avec peut-être, aussi un peu moins d'arrogance. Peut-être qu'à un moment donné, j'étais en situation de réussite, un peu précoce Mmh. et Nez dans le j'ai guidon. j'ai j'ai peut-être effectivement donc loupé quelques Mmh. quelques signaux intéressants. Et puis un très gros loupé de mon existence, donc c'est le fait que je parle très mal anglais et donc si je devais recommencer, bah, déjà j'essaierais d'être fluent en anglais. Ouais. Très bon conseil pour les plus Ah jeunes qui oui, nous écoutent. non mais je pense qu'aujourd'hui, c'est rédhibitoire Je suis quasiment d'accord, évidemment de ne pas parler anglais, incontournable, couramment, absolument. bien sûr. Une recommandation de lecture? Alors écoute, ça dépend de quel sujet donc on parle. Si c'est, une recommandation donc pour des gens qui veulent devenir entrepreneurs donc qui ont cette fibre, moi je recommande toujours de lire la trilogie de Sulitzer donc Banco, Fortune, Banco, Cash Money là donc et c'est alors j'ai donné 4 titres donc mais il y en a que 3 donc j'en ai un de trop mais donc il y a trois bouquins là qui sont formidables quand on veut s'intéresser à l'entrepreneuriat. Ensuite donc si c'est, un bouquin donc sur l'écologie,
Je pense qu'évidemment, Le Petit Colibri, La souris était heureuse, donc de Pierre Rabhi, donc c'est intéressant à condition de savoir s'en dégager, parce que les gens qui lisent ça souvent deviennent un peu décroissants, zadistes. Je pense qu'on peut lire ce genre de livre pour évidemment prendre conscience des choses et essayer d'apporter des solutions. Et puis, je pense que il faut soutenir donc Boualem Sansal et donc acheter un de ses livres, rien que effectivement pour montrer que on est en résistance face à tous les gouvernants qui pensent que le passage en force est possible. Et je pense que l'époque qui est la nôtre est plutôt une époque où il faut additionner les vertus plutôt que les opposer. Une époque où il faut essayer donc de créer de la valeur par l'addition des expertises, des expériences donc et des ambitions. Bref, on est au cœur d'un monde qu'il faut réinventer et on a besoin de tout le monde pour réinventer, sauf peut-être des autocrates donc qui n'ont pas compris l'époque. N'est-ce pas? À bon entendeur. Une citation? Ouais, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, donc qui marche bien, donc pour l'entretien qu'on vient d'avoir, qui est donc un proverbe irlandais qui dit un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. J'adore. Qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders? Bah, Bazin, je pense que C'est dur. je pense que ton challenge C'est number one, dur. il doit être là. Donc voilà, il faut que tu passes par Prune Poisson. Je sais pas comment il faut que tu fasses, mais déjà, tu pourrais commencer par Prune Poisson. Ça Oui. serait déjà effectivement donc pas mal. Les 2 m'ont été cités et Sébastien Bazin, je pense tu dois être le 7e ou 8e. Non, mais c'est évident parce que Je si tu veux, moi, si j'étais à ta place, comment je raisonne? Je me dis, bah, je l'ai mis sur ma liste ouais. et tout en haut. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de l'entendre sur toute la discussion qu'on vient d'avoir, Bien c'est-à-dire sûr. comment on réinvente tout ça et comment à corps et au Comment est-ce qu'on cœur. fait, on navigue un paquebot dans cette, Voilà, et comment on le fait en gagnant de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, eh ben, les choses s'arrêtent. Et donc, comment on crée des modèles vertueux. Voilà. Je pense que l'ami, effectivement, donc Sébastien Bazin, est au cœur de toutes ces réflexions. Oui. Et donc, s'il nous écoute, hein, donc moi, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Il m'appelait Monsieur Easy, donc à l'époque où j'étais sur Easy Voyage. Ah oui. Et donc, je l'encourage vivement. Donc, Eh bien, si tu veux lui faire une passe décisive, sache que je me suis engagé devant tous les auditeurs que je n'arrêterai pas ce podcast tant que j'aurai pas Sébastien Bazin en ah ben non, mais là, on veut pas que tu arrêtes. Donc, il faut que tu aies Sébastien Bazin et que tu continues encore plus fort et que tu ailles encore plus loin. Eh ben, j'en discuterai avec lui. Quelqu'un qui aimerait te contacter ou contacter Fairmove, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Écoute, moi, je réponds beaucoup sur LinkedIn, hein, donc j'interagis beaucoup. J'ai aujourd'hui, c'est un de mes leviers de prédilection. J'ai Oui, 160 000 followers et donc voilà, je réponds. Et sinon, bah, ils peuvent passer par toi. Tu leur donneras mon mail, donc je répondrai à leurs questions. Avec plaisir. C'est le moment du mot de la fin. Tu as déjà passé énormément de messages, mais si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Alors, côté donc hospitality ou côté client, comment quand tu dis tes insiders, tu Les les insiders, ce sont beaucoup des hôteliers, enfin ouais, des gens qui travaillent dans l'hospitalité, ouais, du stagiaire, étudiant au propriétaire. ouais. Donc plutôt ce secteur-là et c'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas. D'accord. Non, ben moi je pense que je leur dirais donc ou je leur dis d'ailleurs, c'est parce que soyons très directs. Moi, je leur dis, n'ayez pas peur d'être ambitieux, n'ayez pas peur donc de vouloir changer les choses, n'ayez pas peur de la transformation. Au contraire, donc faites-en un vrai levier de développement pour vos affaires, mais aussi de développement personnel, parce que finalement, quand on fait bien les choses, eh bien souvent donc on est récompensé. Donc que ce soit sur le business ou sur le plan personnel.